on évoquait cette guerre idéologique peut-être lancée par J.D. Vance hier à la conférence de Munich et ses propos sur l'Europe et notamment sur la liberté d'expression et sur leur rôle dans le droit de vote. Général Chauvency, est-ce qu'on est face à deux mondes qui ne se comprennent plus ? Oui, qui idéologiquement sont complètement à l'opposé désormais. Alors il faut peut-être revenir à la liberté d'expression telle qu'elle est conçue par les États-Unis dans son amendement numéro 1 de 1791 sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression est la règle et des exceptions sont signalées. J'ai l'impression quand même qu'en Europe, en général, on a une tendance à rajouter finalement en fonction, je dirais, des idéologies au pouvoir, des interdictions, des limitations de la liberté d'expression, et que finalement le ressenti qu'il y a d'une partie des populations aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs la montée de l'extrême droite, notamment en Allemagne avec l'AfD, c'est que la base, en fait, ceux qui sont les plus nombreux théoriquement à voter, ont l'impression que l'information est confisquée par les élites qui leur disent voilà comment il faut penser, voilà comment il faut faire, et que petit à petit, il y a un phénomène de rejet. Il a été abordé la question de la Roumanie. Quand on voit ce qui s'est passé en Roumanie, je ne sais pas, que la Commission européenne ou Bruxelles dise à la Roumanie vos élections ne sont pas bonnes et on va faire une enquête et autres. Pour d'autres cas, on a rappelé ça de l'ingérence. Il soupçonnait de l'ingérence étrangère, notamment. Voilà, donc on va bien dans le cas de l'ingérence étrangère. Alors il y avait une ingérence russe, apparemment, une enquête va être menée, mais quand même, il y a un moment donné où on peut se poser la question des peuples et de leur liberté d'expression. Alors effectivement, on peut discuter, vous avez parlé de la société de presse, la société AP tout à l'heure. Oui, là, il y a peut-être aussi une contradiction aux États-Unis, il faut le reconnaître, puisqu'on interdit à certains médias d'accéder au bureau ovale. Mais dans le cas précis, il y a bien deux mondes différents qui apparaissent, mais quelle est la règle ? Alors c'est extrêmement difficile, nous, en démocratie aujourd'hui, de définir quel est le seuil d'acceptabilité ou non de la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression est la règle et il y a des exceptions, mais à force d'avoir des exceptions, la liberté d'expression n'existe plus. Et je pense que je laisserai la parole au juriste qui aura certainement un avis là-dessus. N'est-ce pas, Bénic ? Alors continuons sur le sujet du coup. Parce qu'effectivement, alors avant de continuer sur le sujet, l'ancien diplomate a un regard aussi. Au juriste, on va peut-être du coup écouter J.D. Vance là-dessus sur cette menace intérieure sur la liberté d'expression. Pour moi, la principale menace vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur d'une nature externe. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure. La retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, de valeurs communes avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Maxime Lefebvre, J.D. Vance, il évoque une menace intérieure. Comment le comprendre ? En Europe ou aux États-Unis ? En Europe, liée à cette liberté d'expression qu'il estime finalement moins importante qu'avant. Alors, on est dans des sociétés de liberté, donc la liberté, c'est la règle. Après, la liberté, c'est pas la liberté de pouvoir tout faire. Il faut bien fixer à un moment donné des limites. Donc ça, c'est le principe de toutes les sociétés démocratiques, de l'ordre public, de choses comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on attendait plutôt les États-Unis dans cette conférence de Munich sur le terrain géopolitique, parce qu'on parle de sécurité, on parle de la paix en Ukraine, etc. Et il arrive sur le terrain idéologique, avec cette espèce de clivage qui est en train de se développer partout, d'ailleurs pas seulement en Occident, entre ce qu'on appelle le populisme, notamment le populisme identitaire, nationaliste, contre le libéralisme, les valeurs libérales. Donc avant, on avait un système relativement simple, il y avait le camp occidental, démocratique et libéral, avec un socle de valeurs qui était pas contesté, et aujourd'hui, on voit partout monter cette vague nationaliste, cette vague populiste. Il y a aussi du populisme de gauche, mais le populisme de droite est particulièrement fort dans tous les pays, et on le voit dans le monde, pas seulement dans les sociétés occidentales, mais aussi dans les sociétés occidentales aux États-Unis, à travers l'affrontement entre Trump et les démocrates, et puis aussi dans tous nos pays, avec l'AfD, en France le Rassemblement National, Vox en Espagne. Il critique justement ce cordon sanitaire de l'Allemagne contre l'AfD. J'ai l'impression qu'en fait, il joue de la confusion entre trois registres différents. D'abord, sur les principes. Il n'y a pas d'opposition radicale entre les États-Unis et l'Europe. Dans les deux sphères, le principe, c'est la liberté, y compris la liberté d'expression. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'antagonisme. Là où il y a peut-être un creusement, une différenciation, c'est dans le cas de deux autres registres, les moyens
et les idéologies en place. Les moyens, d'abord, si effectivement on a l'impression que les idées n'ont pas la même valeur et ne sont pas diffusées de la même manière dans les différents espaces démocratiques nationaux, c'est parce que les systèmes médiatiques ne sont pas également répartis. Il y a dans l'essentiel de nos démocraties un phénomène que tout le monde reconnaît, c'est la concentration, en particulier dans le secteur privé, la concentration des moyens médiatiques aux mains de certains. Donc il y a ce sentiment d'une forme d'oligarchie qui prend la forme notamment d'une concentration non seulement des médias mais aussi des idées. Donc il y a ce premier phénomène auquel ni les Américains ni les Européens n'échappent. Puis il y a un troisième phénomène, c'est l'idéologie. Et là, pour le coup, parce que nous sommes en démocratie, il y a aussi une bataille idéologique dans chaque espace démocratique. Et c'est pas 50-50. Il y a une tendance forte, une dynamique en faveur d'idées réactionnaires d'extrême droite aux États-Unis, et c'est incarné par Trump, Vance et consorts. Et en Europe aussi. Et là aussi, il n'y a pas de fossé entre les deux sphères. Effectivement, là où on peut être étonné, c'est qu'il est un peu il semble s'exprimer dans une posture un peu, pas victimaire, mais en tout cas comme s'il subissait une domination idéologique, alors que c'est faux. Les idées qu'il incarne, lui ou Trump, sont en position de force dans tout l'espace démocratique. Et j'ajouterais même, et c'est en cela où c'est troublant, dans l'espace autoritaire. Parce que finalement, le corpus idéologique de Donald Trump, il est en partie concordant, convergent avec le corpus idéologique de leaders autoritaires. Vladimir Poutine et Trump s'entendent, pas seulement parce qu'ils partagent ce qu'on appelle le virilisme, donc une dimension plus qu'idéologique, interpersonnelle. Il y a aussi des idées en commun, notamment l'ordre, l'autorité comme valeur première. Alors forcément, les Européens ne l'ont pas très bien pris hier. Ils ont réagi, notamment Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui dit, je cite, notamment après son intervention sur la liberté d'expression, je réaffirme 3 principes. La liberté d'expression est garantie en Europe. Quand on est sûr de soi et de ses valeurs, on ne se sent pas menacé par la critique. Personne n'est obligé d'adopter notre modèle, mais personne ne peut nous imposer le sien. Est-ce que hier, J.D. Vance, il a clairement lancé les hostilités et comment l'Europe peut réagir ? Mais c'est tout à fait ça. Et c'est là où on revient. Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est que c'est un copier-coller des arguments d'Elon Musk, qui lui-même, du fait qu'il a acheté X, anciennement Twitter, et qu'il souhaiterait rentrer dans d'autres réseaux sociaux, y compris TikTok, où on ne sait pas où il va s'arrêter, se sent menacé, parce qu'en fait les problèmes avec les réseaux sociaux sont bien réels. Ils n'ont pas commencé avec Elon Musk. Sauf que, et c'est là où il y a vraiment des différences de modèle entre les États-Unis et la France, ou l'Europe, où la liberté d'expression où l'expression est libre, mais elle est limitée seulement au cas de loi où elle peut être limitée. Or, aux États-Unis, c'est vrai qu'elle est la plus pure que soit, sauf qu'elle est limitée par la direction de ces entreprises privées qui possèdent les réseaux sociaux. Et donc, en réalité, en effet, il y avait des filtres. Nous savons très bien que tous les réseaux sociaux possèdent des algorithmes. Donc, il y a toujours des filtres qu'on peut orienter. Et ça posait toujours problème à l'Europe en termes de liberté d'expression. Et ça pose toujours problème. Ce n'est pas la teneur de discours, parce que jusqu'à Elon Musk, le discours promu par Twitter était plutôt progressiste. Maintenant, en fait, il reproche aux Européens de limiter ce qu'il est possible de dire sur les réseaux sociaux. Je voudrais ajouter, parce que je suis aussi juriste en droit européen et avocat des droits de l'homme, que tout d'abord, il faut regarder des textes. Aux États-Unis, ses propres règles, ses propres lois. Tandis qu'à l'Europe, on a la Convention européenne des droits de l'homme qui nous prescrit la priorité du droit international sur le droit national. Mais aussi, il y a la position jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'en cas où les droits
liberté d'expression est menacée par les menaces qui menacent à l'ordre public ou par exemple pour la société, pour la tranquillité, il peut être limité. Limité comment? Par le tribunal, par les moyens de justice, je dirais comme ça. Et on voit maintenant que les gens mêlent les choses d'avis et les choses de fait, parce que on commence, comme des juristes, on commence, les faits, c'est quoi? Et comme on accuse Poutine, on accuse qu'elle a renversé des choses, elle a renversé le sens des faits. Et après, c'est la vie. La vie, ça peut être n'importe quoi. Elle peut penser quelque chose de vous, de moi, de la situation globale. Mais ça, ce n'est pas la limitation de liberté d'expression. Et je dirais que si les partis en Allemagne, en France, n'importe où, se sentent privé de droit de liberté d'expression, il peut aller au tribunal en disant « nous sommes limités, défendez-nous ». Il ne fait pas comme ça, c'est pourquoi ses propres idées à propos de cela, et ce n'est pas le droit. Oui, et par ailleurs, même le parti allemand, qui est le nouveau chouchou d'Elon Musk, AfD, il n'est pas interdit, il participe aux élections. Exactement. Et on attend à ce qu'il y ait des résultats conséquents. Il peut s'exprimer, même sans l'intervention d'Elon Musk, il pouvait s'exprimer absolument Exactement. Partout. Donc là, il s'agit vraiment d'un discours idéologique plus que réaliste. Ouais. Alors, au sujet de la liberté d'expression, Donald Trump, il a réagi dans le bureau ovale en soutenant les propos du vice-président. Et c'est assez cocasse parce que donc, il évoque le manque de liberté d'expression en Europe dans ce même bureau ovale où pour la deuxième fois consécutive, un journaliste de l'agence Associated Press a été refoulé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il continue d'utiliser l'expression « Golfe du Mexique » et pas Golfe de l'Amérique, comme le souhaite Donald Trump. Et voilà ce qu'a répondu la vice-présidente d'AP, Julie Pace. Les mesures prises par la Maison-Blanche avaient clairement pour but de punir l'AP pour le contenu de son discours. L'un des principes les plus fondamentaux du premier amendement stipule que le gouvernement ne peut pas prendre de mesures de rétorsion contre le public ou la presse pour ce qu'ils disent. Il faut montrer l'exemple aux autres avant de donner des leçons ? Non, mais c'est surtout un bel exemple d'abus de pouvoir, comme on dit. Et c'est là où l'état de droit américain est mis sous pression par la présidence Trump qui vient de s'ouvrir. Et on va voir quel est le rôle que vont pouvoir jouer en particulier les juges fédéraux, mais aussi les juges des États américains, des États fédérés, face précisément à ce type de décision. Parce qu'effectivement, vous savez, en fait, on n'en est même plus à la question de la liberté, parce qu'on en arrive à une valeur qui est centrale dans la construction de la démocratie, qui est la raison. Parce que ce type de décision, c'est difficile de les contester devant un tribunal, parce que ça relève de ce qu'on appelle, alors en France notamment, des actes de gouvernement ou d'autres types de décisions qui échappent au droit ou au juge. Donc comment on fait face à ce type de décision manifestement arbitraire ? A priori, dans une démocratie, on s'en remet à ce qui devrait guider nos leaders, nos dirigeants, à savoir la raison. Or, lorsque la raison, on la cherche en vain, c'est là où ça devient problématique. Et c'est là aussi où on a atteint les limites du droit, parce que on est dans une sphère qui relève de ce qu'on appelle la raison d'État, de son point de vue notamment, de son point de vue. Et donc, on va être confronté à cet arbitraire, à ces abus de pouvoir qui vont progressivement saper la démocratie américaine. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de possibilité de faire. On va redemander l'accréditation, parce que ça se passe avec les accréditations, comme chacun sait. Et si au bout puisqu'il faut aussi argumenter le refus de cette accréditation, et là, je pense qu'il y a un système judiciaire et qu'on peut éventuellement trouver une solution. Donc je pense qu'en fait, avec Associated Press, ça va être réglé. Mais ce qui est intéressant, on ne connaît qu'un seul pays où quelque chose de semblable a lieu, c'est la Russie de Vladimir Poutine, où par exemple, par la loi, il est interdit de dire la guerre, il faut absolument utiliser un wording, une expression bien particulière, l'opération militaire spéciale, où il est interdit de mentionner Instagram ou YouTube ou Daesh par exemple, sans préciser organisation interdite sur le territoire de la Fédération de Russie. C'est exactement de ce même ordre-là.